Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Alcide Ponga, président du Rassemblement par intérim, élu à la province Nord et au Congrès, maire de Kawa. Alcide Ponga, bonjour. Bonjour Elisabeth et bonjour aux auditeurs. Merci d'accepter notre invitation après la visite du président de la République et avant les discussions prévues début septembre à Paris. Un mot d'abord sur la visite présidentielle. Ça commence à remonter un peu, mais ça a été un temps fort. Globalement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite? Qu'est-ce que vous en retenez? Oui, écoutez Elisabeth, on attendait que le président de la République vienne affirmer certaines choses et je pense que ça a été fait. Je pense que ça a été fait. Il y a eu beaucoup de commentaires autour du discours d'Emmanuel Macron. Chacun a eu a interprété un peu les choses dans la façon dont ça a été dit. Mais pour ma part, je pense que les choses ont été dites. Le plus important maintenant, c'est qu'il faut des actes et qu'il faut que les choses soient discutées et mises en œuvre derrière, parce que il a donné la ligne politique un peu qu'il attendait pour la Nouvelle-Calédonie, en conjuguant un peu les intérêts non seulement de la Nouvelle-Calédonie, mais de la France aussi, hein, en parlant de l'axe Indo-Pacifique. Mais je pense que le plus important maintenant, c'est qu'il faut que les élus calédoniens, avec l'État, se mettent autour de la table et discutent des choses et avancent. Et se mettre au travail. Alors, on retient notamment le double chemin que propose le président de la République, le chemin du pardon et le chemin de l'avenir. Vous êtes d'accord avec ces deux chemins? Vous pensez que c'est comme ça qu'il faut appréhender les choses? Une partie un peu regard vers le passé et puis une autre se tourner enfin vers l'avenir? Je me souviens, en 2017, avant le premier référendum, j'avais organisé un genre, entre guillemets, de mini-comité de signataires à Kawa. Il y avait certains élus, dans le maire de Mondor à l'époque, Maurice Ponga, il y avait Wilfried Weiss, des représentants de la mairie de Saramea, Wailou et tout. Et on avait discuté pendant quasiment 2 jours. Et un des points qui était ressorti à cette réunion-là à l'époque, c'était quelle est notre histoire commune. Et donc, quand j'entends le président de la République parler de pardon, pour moi, le pardon, il est au bout. Il est tout à fait au bout là-bas du tuyau. Mais je pense que c'est un cheminement auquel il nous invite à partager nos histoires, nos mémoires communes. Je crois que d'ailleurs que ce sont des mots qui ont été prononcés là-dessus. Et je vais même aller plus loin et de dire à un moment donné, il va falloir peut-être qu'on pleure ensemble sur ces histoires-là. Parce que pendant toutes ces années, les anciens ont gardé les histoires. Même, j'entends souvent les amis calédoniens qui disent que les anciens refusaient de parler de leur histoire. Mais avec, on va dire, ce mot pardon, pour moi, je le redis, le pardon, c'est au bout. C'est au bout. Le pardon, c'est un acte mutuel qu'on Mais fait. vous parlez d'histoire commune, mais les indépendantistes invoquent en permanence les réparations, le contentieux colonial. Est-ce que c'est des éléments qu'il va falloir prendre en compte dans ce pardon? Ou est-ce que c'est l'ensemble des histoires de la Nouvelle-Calédonie qu'il faut envisager? À mon avis, si on veut se dire pardon, ou que l'État souhaite dire pardon aux Mélanésiens à un moment donné et tout, je pense que c'est toutes les histoires. La Calédonie, c'est pas que la seule histoire des Mélanésiens avec l'État. Ça, c'est une partie de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi l'histoire des Calédoniens avec le bagne, avec tous ceux qui ont souffert quand ils sont venus ici. Il y a eu l'histoire aussi de ceux qui sont venus travailler en Nouvelle-Calédonie. Je pense aux populations océaniennes, je pense aux Wallisiens, aux Tahitiens qui sont venus pour les constructions, les Asiatiques qui sont venus travailler dans les mines à l'époque et tout. Il y a même des Vanuatais qui sont venus ici travailler sur des mines. Donc toutes ces histoires-là, à un moment donné, je pense qu'il faut les mettre sur la table et se dire tous ensemble, ben c'est ça notre histoire en Nouvelle-Calédonie. C'est pas que mon histoire à moi, ou que son histoire à lui, ou que l'histoire de l'autre. Non, c'est une histoire globale qu'à un moment donné, faut travailler dessus. Il a donné des pistes. Hein. Il y a des associations qui se sont créées il y a quelques années ça pour travailler sur ces histoires-là. Je pense qu'il faut pousser l'idée. Mais il a dit aussi qu'il fallait pas de repentance. Ça qu'il ne s'agissait pas de repentance. Ah non, moi, quand je parle d'histoire, c'est de reconnaître à chacun. Parce qu'en parlant de ces histoires-là, bon, en fin de compte, peut-être qu'aujourd'hui, on fait tout ce qu'on sait, mais on ne sait pas comment l'autre est arrivé ici, ou comment l'autre, voilà, qui il est réellement.
On est tous avec des a priori, on est tous avec des on m'a dit que. Non. Quand on parle de l'histoire, ce sont des historiens, des scientifiques, je vais dire, qui réécrivent les choses et qui les posent sur la table à un moment donné pour qu'on puisse tous se dire, je le redis, ben c'est notre histoire. Alors concernant le chemin de l'avenir, en quelque sorte, le chef de l'État, on retient de son discours la confirmation du respect des 3 référendums, l'annonce du dégel du corps électoral, l'appel au consensus, notamment pour la construction du nouveau statut. Ce sont des pistes qui vont effectivement dans le bon sens. Est-ce que vous attendiez un peu ? Oui, je pense que quand le président de la République nous dit qu'il faut qu'on avance, il y a plusieurs paramètres. Je veux dire, le monde avance, le monde change. Et donc, on ne peut pas, nous, en Calédonie, rester avec nos idéologies, nos dogmes. Et ça, je le dis, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde à tous les niveaux. Il faut qu'on puisse se parler et trouver les voies et moyens pour redonner de la vision à la Nouvelle-Calédonie. Donc il a mis sur la table ces pistes-là. Oui, on peut s'en saisir. On peut aussi, nous, trouver des pistes nous-mêmes ici en Nouvelle-Calédonie et se dire ensemble ici, ben allons-y, cheminons ensemble et travaillons sur ces sujets-là. Parce que pendant qu'on fait du surplace, la situation globale de la Nouvelle-Calédonie, elle est escalée. Je ne vais pas vous la décrire, mais vous avez des entreprises qui sont en redressement, voire presque liquidation. Vous avez notre gouvernement qui souffre tous les jours, qui essaie de chercher des moyens de financer ses actions. Et quand je parle du gouvernement, je parle de tout ce qui est impacté derrière. Je veux dire, le gouvernement, quand il cherche des moyens, c'est pour les provinces, c'est pour les communes, etc., etc. Donc, tout cela, il faut qu'on donne un nouveau souffle à la Nouvelle-Calédonie pour qu'on puisse ensemble cheminer. Et ça, on le doit à nos jeunes, à nos enfants et à nos petits-enfants. Alors, ce qui a été aussi l'un des éléments de cette visite présidentielle, c'est que les indépendantistes l'ont boudé en partie. En tout cas, l'absence de lucer aux discussions politiques a été soulignée. Comment vous interprétez aujourd'hui l'attitude des indépendantistes ? Est-ce que vous pensez qu'ils vont sortir de cette attitude où ils sont un peu fermés aux discussions, à la préparation de l'avenir ? Bah écoutez, moi j'ai assisté à plusieurs séquences de la visite du président de la République et notamment à Touo, où j'avais avec moi beaucoup de maires indépendantistes à Touo. On était les 2 seuls maires non indépendantistes, moi-même et mon collègue de Koumak, mais vous aviez l'ensemble des maires du Nord qui étaient présents pour accompagner le président de la République. Donc je pense qu'ils ont fait fi, on va dire, des positionnements politiques, mais ils sont venus accueillir le président de la République. À la réunion où il y a eu une table ronde, c'était pas une tripartite, mais où chacun s'est exprimé. Les différentes composantes des indépendantistes étaient présentes. Il y avait des représentants de l'Union calédonienne, il y avait des représentants de l'UNI, et je vais noter aussi que M. Mapou, qui est notre président du gouvernement, a accompagné le président de la République dans tout ce cheminement-là, jusqu'à même, je crois, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, je crois. Donc, c'est vrai que c'est compliqué ce qui se passe aujourd'hui avec mes collègues indépendantistes, mais moi je vais juste rappeler, comme je l'ai dit dans une émission télévisée, je pense à tous ces anciens-là qui ont pris leurs responsabilités au moment des événements, au moment de 1998, quand il a fallu à un moment donné prendre ses responsabilités et signer les accords pour inscrire la Nouvelle-Calédonie dans une nouvelle trajectoire. Ben là, on y est. Là, on y est. Il va falloir à un moment donné que chacun prenne ses responsabilités et qu'il puisse dire ce qu'il a à dire pour pouvoir avancer. Et je vais le redire, seule la discussion entre nous pourra amener des solutions. Et il n'y a pas un qui a une solution. Je veux dire, ce ne sont pas les loyalistes ou les non-indépendantistes ou les partisans de la France qui ont seuls la solution. Ce n'est pas les indépendantistes tout seuls qui auront la solution de leur côté. C'est ensemble qu'on aura la solution. Et pour ça, il faut qu'on parle ensemble. Oui, mais alors justement, est-ce qu'ils vont aller à Paris? Selon vous, il y a des discussions du 4 au 9 septembre qui sont prévues. Est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils vont accepter des discussions à 3,
Comment est-ce que vous voyez les choses? Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce rendez-vous parisien? De ce que j'ai compris lors de la dernière émission que j'ai assistée, j'ai entendu le président du Congrès parler et dire que oui, ils allaient effectivement se rendre à Paris. Après, est-ce qu'il y aura des discussions trilatérales, comme on aime bien le dire, ça je le sais pas, on le verra à Paris, mais je pense que chaque étape qui est posée, je vais le dire comme ça, chaque jour qui passe nous rapproche de l'objectif. Donc il faut avoir confiance et je suis persuadé à un moment donné que chacun trouvera les voies et moyens pour pouvoir parler, discuter et avancer. Je vais finir en disant que je pense que mes collègues indépendantistes aussi doivent faire le lien entre eux, les militants et tous ceux qui sont derrière, qui poussent. Je ne vais pas vous raconter leur histoire, tout le monde la connaît, mais voilà, c'est un travail qu'ils doivent faire pour pouvoir à un moment donné prendre et surtout assumer les responsabilités dans lesquelles ils sont aujourd'hui, parce qu'ils sont aux responsabilités, et de dire à un moment donné, oui, c'est ce chemin-là qu'on va prendre avec les partisans de la France et les non-indépendantistes. Alors, donc, il y aura cette étape des discussions à Paris début septembre. De quoi est-ce qu'il faut parler, à votre avis? Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce qu'il faut parler parce qu'il y a un peu urgence de l'accord sur le dégel du corps électoral, qui semble aujourd'hui acquis, ou est-ce qu'il faut déjà commencer à travailler sur un accord global, le futur statut de la Nouvelle-Calédonie? Bon, écoutez, c'est vrai que lorsque le ministre de l'Intérieur de l'Outre-mer est arrivé ici, il y a, je pense, un an de cela, il avait parlé de petits accords et de grands accords. Le fait est que les calendriers sont quand même très, très serrés. Donc, je pense que la question du corps électoral devra être tranchée et être, on va dire, faudra qu'on trouve un pseudo-accord là-dessus pour pouvoir avancer, parce que les dates des élections de l'année prochaine, de ce que j'en comprends, ils sont constitutionnels, donc on peut pas trop les bouger, et donc il va falloir les tenir courant 2024. Donc ça, c'est un premier point qu'il va falloir régler. Mais après, je veux dire, ça tient qu'à nous. Ça tient qu'à nous. Ça peut aller très vite, mais ça tient qu'à nous ici en Nouvelle-Calédonie. Et si on est capable de se retrouver sur les différentes propositions, sur la gouvernance, sur ce qu'il y a à améliorer et tout. Donc, c'est vrai, hein, j'entends par-ci et par-là. Hier soir encore, j'entendais des propositions. Moi, j'ai juste ensemble qui a fait un certain nombre de propositions sur voilà, moi j'ai juste envie de dire qu'on n'est pas sur des réseaux sociaux à balancer des choses et tout. On a quand même l'avenir de la Nouvelle-Calédonie qu'on a entre les mains et qu'il faut vraiment qu'on parle de cela en étant assis autour de la table et qu'on pose les choses. Voilà. Le calendrier est serré, vous le dites. On entend dire de plus en plus que les élections provinciales auront lieu en 2024 sans doute, mais peut-être pas au mois de mai. C'est pas gênant, on peut prendre quelques mois de plus, à votre avis? Après, je pense que je suis pas, je veux dire, je suis pas un spécialiste de droit public ou de droit constitutionnel, mais de ce que je comprends, c'est que ça peut être bougé, mais éventuellement si les discussions sont en cours. Donc, si ça peut le faire, pourquoi pas. Mais si ça bouge vers la fin de l'année, autant travailler sur un accord global où ça intègre, on va dire, intègre tout. Mais en même temps, je vais dire que, voilà, c'est Rocco Mitton qui aime bien dire ça. Hein. Il y a les gens ont la montre, enfin, il y en a qui ont la montre et puis il y en a qui ont le temps. Je rappelle juste ce que j'ai dit auparavant. Oui, il faut peut-être prendre le temps de discuter pour pas faire de bêtises, mais en même temps, il faut faire attention à la situation de la Nouvelle-Calédonie et il faut l'inscrire dans un nouveau cheminement assez rapidement, voire très très rapidement, pour qu'elle puisse repartir avec un nouveau souffle. Alors, il est également prévu à Paris de parler du nickel. Alors, c'est un sujet énorme, c'est un domaine que vous connaissez bien, Alcide Ponga. Le président de la République avait notamment indiqué que pour être compétitif, il faut bouger la doctrine nickel et il faut un peu bouger les équilibres de production. Là aussi, vous êtes d'accord avec cette approche, cette façon de voir les choses?
Écoutez, ce que je note moi sur la question de nickel, c'est que la première ministre avait fait commander le rapport de l'IGF à laquelle, j'allais dire, il y a eu une restitution pendant le retour, enfin pendant la visite du président de la République. Donc on a tous assisté à cette restitution-là, qui nous a donné une photographie qui est réelle de la situation du nickel et notamment des métallurgistes en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, vous avez eu votre émission sur le jeudi de l'économie hier, donc vous en avez parlé avec mes collègues. Euh, Le président de la République a parlé de la doctrine ou a parlé de l'exportation. Mais moi, je pense que la question du nickel, elle va au-dessus de ça. Elle va au-dessus de ça. Moi, ce que j'en retiens, c'est quoi? C'est que les industriels, les professionnels, les mineurs ici en Nouvelle-Calédonie ont du travail à faire pour atteindre les niveaux de productivité et de performance et de réduction de coûts. Et ça leur appartient. Ça leur appartient. Ça appartient aux dirigeants d'entreprise que nous sommes et nous devons atteindre ces objectifs-là, mais pas parce que le président de la République l'a dit, c'est parce que les actionnaires nous l'imposent. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je retiens moi, c'est que sur le nickel, en Nouvelle-Calédonie, les politiques, mais le nickel aussi, ça a été un sujet on va dire, c'était un sujet de division depuis en Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'il est temps qu'on change. Et je l'ai déjà dit ici à l'antenne, les politiques calédoniens doivent se mettre tous du même côté de la table pour défendre le nickel calédonien vis-à-vis du nickel indonésien ou du nickel chinois ou du nickel de, je ne sais, des autres pays. Il faut aider le nickel calédonien à être concurrentiel sur le marché international. Si on continue à se disputer, je disais tout à l'heure, le monde avance, si nous, on continue à se disputer ici en Nouvelle-Calédonie entre politique sur mon nickel, je le veux comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, mais on va tout simplement mettre le nickel calédonien à mal. Et mettre le nickel calédonien à mal, c'est des milliers d'emplois en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est une responsabilité que le président de la République a dit aussi. Je veux dire, moi, au-delà de la question de l'export ou de la question de la doctrine, c'est plus que en Nouvelle-Calédonie, les politiques, vous devez vous accorder pour voir qu'est-ce que vous voulez faire de votre nickel. Et pour finir sur la question du nickel, il y a notamment l'énergie, donc vous en avez parlé hier, l'énergie qui occupe une place importante sur le coût de production, on va dire, de la tonne de nickel ici en Nouvelle-Calédonie, de la tonne de nickel fondu. Et là, de ce que je comprends, l'État est disposé à nous aider, mais si les deux acteurs précédents, que ce soit les industriels, les professionnels et les politiques, fassent leur travail, l'État nous aidera peut-être, parce que si on bouge pas et on travaille pas sur les deux premiers points, c'est comme si on met de l'argent dans un puits sans fond, quoi. Alors, beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, Elsé Ponga. Alors, on va rester sur l'énergie. Quel système faudrait-il privilégier selon vous? On sait qu'on doit s'acheminer vers une énergie moins chère, ça c'est le premier point peut-être, et puis une énergie décarbonée. Ah, il y a plusieurs pistes qui sont examinées pour l'instant. Laquelle vous semble la plus facile ou la plus rapide peut-être à mettre en œuvre, parce que là aussi il y a urgence, quoi. Oui, voilà, bon, il y a un premier point, je voudrais juste souligner et puis saluer le travail que mes collègues du Congrès ont fait hier, parce que je dis ils parce que j'étais pris par ailleurs, donc j'ai pas pu assister à la séance d'hier, et donc ils ont voté à l'unanimité le schéma de la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie. Donc on a eu un faux départ il y a un an de ça, donc là c'est fait, c'est bien. On inscrit la Nouvelle-Calédonie dans un schéma et on va accompagner. Après, une deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, voilà, j'entends par-ci et par-là, on parle de on va dire, on parle de nucléaire, hein, pour dire les choses et tout. Les petits réacteurs modulables. Là. Voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut rester pragmatique, il faut rester cohérent, puis il faut rester réaliste dans ce qu'on veut faire. Et puis, on a aussi une population, on est dans le Pacifique, on sait tout ce qui s'est passé et tout à l'époque. Donc, il faut poser les bases, je pense, d'un schéma qui soit réaliste, pragmatique. Et moi, je vais peut-être parler plutôt de mixte énergétique. Voilà. On peut pas partir de telle solution à telle solution d'un coup. Non, tout ça, ça nécessite d'énormes investissements, ça nécessite des études. Il y a 10 ans, 15 ans de ça, on parlait de solaire, c'est extrêmement cher, on savait pas trop ce que c'était et tout. Aujourd'hui, c'est abordable. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'hydrogène. On parle de l'hydrogène, ça coûte extrêmement cher, les techniques ils sont pas forcément trop connues, etc., etc. Mais dans 15-20 ans, l'hydrogène, je pense que occupera la place que
le solaire occupe aujourd'hui. Donc il faut être pragmatique, il faut être cohérent, et je pense que le cheminement qu'il faut qu'on emprunte, il faut que ça soit un cheminement qui soit réaliste et puis qui soit à portée des investisseurs et de notre capacité à investir. Donc je parlais de l'hydrogène, je parlais de solaire, il y a le gaz liquide, il faut qu'on parle de gaz liquide aussi. Je sais que nos collègues industriels en ont parlé il y a en 2016, je crois que c'est la SLN qui en ont parlé. Là aujourd'hui, Koniombo Nickel parle clairement de la solution de transition en disant pourquoi pas de passer par le gaz et ensuite peut-être l'hydrogène, etc., etc. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on soit pragmatique et réaliste là-dessus parce que ça avance. Et si on ne fait rien, on aura une énergie qui coûte 4 à 5 fois plus cher que nos concurrents dans la mine et dans la métallurgie en Indonésie. Et en même temps, faut aller très vite, encore une fois. Le rapport est un peu alarmant, d'ailleurs. Il laisse entendre que si rien n'est fait, la fermeture de l'un des métallurgistes est inéluctable. Vous y croyez? Vous pensez que l'une des 3 usines peut être obligée de fermer? Écoutez, je pense pas que le rapport est alarmant. Le rapport, il est réaliste et décrit une situation qui est telle. Voilà, c'est la réalité. Est-ce que vraiment l'un des métallurgistes peut être obligé de cesser son activité en Nouvelle-Calédonie? Aujourd'hui, les métallurgistes tiennent aujourd'hui parce que les actionnaires sont ici et, on va dire, fournissent des moyens chaque année pour pouvoir tenir et essayer d'atteindre les objectifs qu'ils doivent atteindre. SLN a la spécificité que c'est l'État qui aide, mais voilà, je dirais Eramet a un actionnariat via l'État et tout, et donc ça se passe comme ça. On a chacun nos défis techniques, on a chacun nos défis de performance et de productivité, et comme je le disais tout à l'heure, le rapport le dit, il faut qu'on atteigne nos objectifs. Si on n'atteint pas ces objectifs-là, les actionnaires, à un moment donné, risquent de nous dire ben stop, on arrête de vous financer. Et ça, on est tous soumis à ça. Mais c'est pas, je veux dire, c'est vrai que c'est gros aujourd'hui, c'est comme le nez au milieu du visage, parce que on est des industriels, on a énormément d'emplois et tout. Mais j'ai envie de dire que c'est valable pour toutes les entreprises, qu'elles soient grosses, petites, moyennes et tout. Si ça ne rapporte pas et si ça coûte aux gens qui sont responsables des entreprises, des actionnaires, ben à un moment donné, les actionnaires ils disent stop, quoi. Et quand vous entendez les indépendantistes qui ne semblent pas prêts à bouger la doctrine nickel, pour reprendre l'expression du président de la République, est-ce que vous pensez qu'ils vont devoir, là aussi, par pragmatisme, peut-être évoluer sur cette question, ou que vraiment ils n'en changeront pas et qu'ils resteront sur cette doctrine nickel? Dans une de mes interventions à la province Nord, dans une des assemblées, c'était lors de la restitution on va dire, des préconisations de la Cour de la Chambre territoriale des comptes sur la doctrine de la province Nord. Donc, et je vais redire ce que mon intervention à l'époque, lors de cette séance-là, c'était de dire, il y a eu des positions, où il y a eu des dispositions, il y a eu des choses qui ont été faites à l'époque en fonction de certains paramètres. Voilà. C'était des paramètres d'antan, le marché international était comme ça, la Calédonie connaissait une situation politique qui était telle qu'elle. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Toute société qui ne s'adapte pas, elle se meurt. Donc si on ne s'adapte pas aujourd'hui sur la question de notre nickel, et je le disais tout à l'heure, il faut arrêter de se disputer, il faut qu'on pose les choses de façon claire, transparente et arriver à une stratégie globale sur l'ensemble de la Calédonie. Peut-être qu'on peut poser une stratégie globale sur la table pour, comme objectif principal, positionner le nickel calédonien sur le marché international. Et je le redis, si on ne le fait pas, on va détruire des emplois et puis on va peut-être devenir un pays exportateur. Mais il n'y a personne qui veut ça. Il n'y a personne qui veut ça. Alors dans le domaine du nickel, il y a aussi dans l'actualité la situation particulière du site de Poum que la SLN a fermé, faute d'autorisation d'exploitation. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Elle a des conséquences à la fois économiques, sociales, humaines, évidemment. Oui, tout à fait, Elisabeth. Donc je voudrais avoir une pensée d'abord pour les familles de Poum qui sont touchées par cette situation-là. Mais il faut bien distinguer deux choses. Je veux dire, c'est vrai, quand j'entends des fois sur des réseaux ou sur la radio les choses qui se disent et tout, on commente cette situation-là, mais il y a bien deux choses distinctes qui se sont passées là-haut. Il y a d'abord la situation de la Sonarep qui est à côté,
j'ai dit la Sonarep, c'est une entreprise comme une autre. Voilà. Elle a eu des difficultés à un moment donné. Elle a été soumise à un plan de redressement. Et sur ce plan de redressement, il y a des étapes qu'il faut respecter. Des étapes de remboursement de dettes, des étapes de restructuration, etc. etc. Donc si le tribunal a prononcé à un moment donné la liquidation de cette structure, c'est parce que le tribunal a estimé que le plan de redressement n'était pas respecté. Mais ce qui arrive à la Sonarep, c'est ce qui est arrivé à d'autres sociétés auparavant. Et je le dis ici, c'est ce qui risque d'arriver aussi à d'autres sociétés demain et après-demain. Donc ça, c'est de la responsabilité des gens qui sont aux commandes de ces entreprises-là avec leur conseil d'administration. À côté de cela, vous avez la situation de, on va dire, de la mine SLN de Poum, avec ces histoires d'autorisation ou pas d'autorisation. Donc, moi, je pense que l'objectif ici, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont ici ? Parce qu'on parle de 200, 300 emplois, etc. Et tout. On ne peut pas se permettre de dire aujourd'hui c'est de la responsabilité d'un tel ou un tel ou un tel. Et je le dis aussi, je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être qu'on arrête de communiquer par médias interposés ou par communiqué interposé sur la situation de Poum. À un moment donné, il faut s'asseoir. Et je pense que Madame le maire de Poum a eu une réunion il n'y a pas longtemps là-dessus où il y a des choses qui ont été dites. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Il faut continuer dans ce sens-là pour s'asseoir parce que à tout problème, il y a une solution. Et à tout problème, il y a une solution. Il faut juste que chacun mette de la bonne volonté là-dedans. Il peut y avoir une part de responsabilité de la SLN, une part de responsabilité des services instructeurs, une part de responsabilité de la province. Mais je suis persuadé que si tout le monde s'assoit autour de la table et discute des choses et fait le travail qu'il a à faire, on trouvera une solution pour Poum et on avancera et puis on redonnera de la visibilité, de la lisibilité, non seulement aux opérateurs, mais surtout aux gens de Poum, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous pourriez être un facilitateur ? Ah mais moi je suis prêt moi à être médiateur, même si j'ai énormément de fonctions déjà de mon côté. Et comme maire d'une commune minière, vous maîtrisez le sujet. Tout à fait, tout à fait. Alcide Ponga, le temps passe. Je voulais aussi vous entendre sur l'actualité politique qui est la préparation des élections sénatoriales du 24 septembre. Comme président du Rassemblement, même si c'est pas terrible, vous êtes engagé dans la campagne pour ces sénatoriales ? Oui, tout à fait. Donc, je voulais profiter de votre antenne pour préciser, je l'ai précisé au dernier comité de directeur élargi du Mont-d'Or, voilà, le Rassemblement et le président par intérim que je suis aujourd'hui, le mouvement soutient deux candidatures aujourd'hui qui sont celles de Sonia Baquès et de Pierre Frogier. Pour ce qui est des rassemblements, c'est la candidature de Pierre Frogier qui a été validée par un précédent comité directeur élargi au mois d'avril, ici même à Nouméa. Et monsieur le sénateur a également eu son investiture des Républicains depuis Paris. Donc, faut que ça soit clair parce que je me fais souvent... Il n'y a pas deux candidats du Rassemblement. Voilà, il n'y a pas deux candidats du Rassemblement, même si mon collègue maire de Dambéa est candidat, mais il l'est de par sa propre initiative. Et donc le mouvement, je le réaffirme ici, soutient fortement les candidatures de Sonia Baquès et de Pierre Frogier. Et d'ailleurs, vous me demandiez si je participe un peu à la campagne. Oui, il y a une campagne qui se fait ici avec les grands électeurs du Grand Nouméa, mais pas plus tard qu'hier et avant-hier, on était sur Koumak, on était sur Kalagomène, on était également sur Pointe-Bout et puis sur Bourail, en accompagnant les deux candidats pour rencontrer les grands électeurs et leur expliquer le pourquoi de cette, on va dire, de ce cheminement ensemble, parce que c'est important pour nous de travailler ensemble. Donc Pierre Frogier et Sonia Baquès font campagne ensemble, ça veut dire que l'Union des partisans de la France se passe plutôt bien, que vous arrivez à parler d'une seule voix, à avoir des terrains d'entente entre vous ? Écoutez, je pense que quand on assume ces responsabilités-là, à un moment donné, il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel,
dans ce moment-là, c'est de travailler ensemble. Je parlais tout à l'heure des discussions qu'il va y avoir ici, en Nouvelle-Calédonie, pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Si, imaginons, si on arrive à s'entendre ici en Nouvelle-Calédonie avec les indépendantistes, toutes les choses qui seront décidées ou qui seront peut-être apposées dans un accord devront être validées par l'Assemblée nationale où siègent les députés, par le Sénat où siègent les sénateurs, mais également par le Parlement où siègent les deux chambres ensemble. Donc je ne vais pas vous refaire le dessin de la majorité présidentielle en France aujourd'hui, mais c'est juste une majorité relative que M. Macron et que Mme Borne ont à l'Assemblée nationale. Le Sénat est tenu par les Républicains en métropole. Donc on est obligé quelque part de travailler ensemble ici en Nouvelle-Calédonie si on veut qu'à un moment donné, la situation de la Nouvelle-Calédonie soit traitée dans ces différentes chambres et validée par le Parlement. C'est une nécessité. Alors, on a entendu dire que s'ils étaient élus, il n'y aurait plus de Mélanésiens au Parlement à Paris, puisque les 2 députés sont européens et que ce serait le cas également pour les 2 sénateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle, Alcide Ponga? Écoutez, je vais vous dire que c'est quelque chose plutôt qui m'agace. Voilà, j'ai l'habitude d'être cash. Et pourquoi pas un Wallisien, pourquoi pas un Javanais, pourquoi pas un Vietnamien. Mais la Calédonie, c'est ça. La Calédonie, c'est ça. On n'est pas là pour colorier la politique. Je veux dire, moi, j'ai pris la présidence du Rassemblement, j'ai assumé les différentes fonctions que j'assume aujourd'hui parce que j'ai une histoire, j'ai des convictions, etc., etc. C'est pas parce que je suis mélanésien. Donc, ce genre on va dire, ce genre de propos-là, moi, ça m'agace plutôt qu'autre chose, parce que je considère que la Calédonie, ça se résume pas au blanc ou au noir. Voilà, parce que la communauté calédonienne, elle est multicouleur et demain, si c'est quelqu'un d'une autre origine que calédonien ou kanak qui est voilà qui est sénateur ou député, ben allons-y parce qu'il sera compétent, parce qu'on y croira, parce qu'il aura des convictions. Donc il faut, enfin moi je pense que ce genre de propos-là ne doivent pas être tenus. Alors, vous êtes président du Rassemblement par intérim pendant longtemps. On vous pose la question à chaque fois, mais quand même, et comment va le Rassemblement? Et est-ce que vous allez arriver à faire ce congrès électif dont on parle depuis des mois? Ouais, je pense qu'on arrivera à la fin de l'année, quand on aura fini les discussions. On a été percuté par toute cette actualité, cette nécessité de participer à ces travaux politiques-là. Mais non, le rassemblement, c'est vrai que peut-être ici dans le Grand Nouméa, des fois on peut penser que le rassemblement n'existe plus, mais vous savez, le rassemblement a signé les accords, hein, et il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui peuvent se targuer d'avoir un signataire de l'ensemble des accords qui a participé à toute cette, on va dire, tout ce cheminement politique et qui est encore là aujourd'hui pour pouvoir nous guider et nous accompagner. Donc c'est ça le rassemblement, c'est de l'enracinement. Le rassemblement, c'est de la présence du Nord, du Sud, de côte ouest, de la côte est. J'ai fait des déplacements sur Marais, sur Lifou, tout partout. Je veux dire, je pense qu'on est 2 comme ça, partis politiques comme ça ici. Il y a l'Union calédonienne qui est comme ça, et le Rassemblement. Mais j'aime à dire que le Rassemblement, ce sont on va dire des dissidents de l'Union calédonienne à l'époque de la question sur l'indépendance ou pas. Mais non, le Rassemblement fonctionne et pour preuve, on est présent sur l'ensemble des discussions avec des gens qui sont dynamiques. Hein. Je veux dire, j'ai mes vice-présidents qui sont dynamiques, j'ai une équipe de bénévoles qui sont dynamiques, qui sont derrière aussi, qui, on va dire, qui organisent les congrès, enfin les comités de directeurs. Le dernier, on était entre 300 et 400 personnes. D'ailleurs, je profite de votre antenne pour dire à nos adhérents et à nos sympathisants qu'au retour de Paris, le 14 septembre, on aura un comité directeur élargi ici sur Rivière-Salée. Et donc, les gens auront la communication sur les médias et les réseaux sociaux. Ils seront invités pour venir échanger avec nous, pour qu'on puisse partager sur les choses qui ont été dites sur Paris. Donc, oui, le rassemblement va bien et organisera son comité on va dire, son congrès électif au moment opportun pour pouvoir asseoir
son président, un président. Et donc, vous partez à Paris là, dans quelques jours à la fin du mois pour participer à ces discussions. Oui, tout à fait. On devrait partir d'ici la fin du mois, après, pour la semaine du 4 au 9 septembre sur Paris, pour pouvoir participer à l'ensemble des discussions, notamment sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et sur le nickel aussi, parce qu'il y aura une réunion qui sera organisée autour du nickel. Eh bien, vous viendrez nous raconter tout ça, Alcide Ponga. Merci d'accepter cette invitation ce midi. Avec plaisir, Elisabeth. Merci à vous et merci aux auditeurs. Et c'est la fin de ce magazine Transparence, un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Il sera disponible dans quelques instants en audio et vidéo sur notre site internet. Passez une excellente après-midi. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.